L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, traité ratifié par la République démocratique du Congo depuis quelques années déjà, beaucoup de justiciables et personnels judiciaires et hommes d'affaires n'ont pas encore maîtrisé la pertinence des actes uniformes qui composent l'OHADA. Notre invitée Kitete Losamba, présidente du tribunal de commerce de Boma dans le Bas-Congo, enseignante vacataire à l'école régionale supérieure de la magistrature des États membres de l'OHADA, revient sur la pertinence de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une disposition qui fait partie des 3/4 des affaires traitées dans les tribunaux de commerce de la RDC. Je vous propose de le suivre. Madame Kitete Losamba, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes présidente du tribunal de commerce de Boma, enseignante vacataire à l'école régionale supérieure de la magistrature des États membres de l'OHADA depuis mars 2013, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que je vous ai présenté assez? Oui, ça va déjà, mais je voudrais juste rajouter que je suis également secrétaire général de la coordination des enseignants vacataires, ça signifie formateurs, des enseignants vacataires de l'ERSUMA pour le compte de la RDC. Et aussi, je suis vice-présidente de l'Association des femmes magistrats de la RDC. Ça fait beaucoup de charges. Comment vous arrivez à concilier tout ça? C'est juste une question de gestion de temps. Parce qu'il faut le dire, nous les femmes, nous avons beaucoup à faire, dans ce sens que nous avançons toujours sur plusieurs tableaux, le professionnel, le ménage, les activités extra-professionnelles. Donc il faut avoir une bonne gestion de son temps pour y parvenir. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais quand même comprendre, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de justiciables constatent que les femmes magistrates qui sont affectées en dehors de la ville de Kinshasa n'aiment pas partir, elles aiment bien rester à côté de leur époux. Est-ce que vous êtes d'avis? D'abord, je commencerai à dire que rester à côté de son époux, ce n'est pas un crime. Mais je dis ceci, le problème s'est posé. Je l'ai toujours dit, c'est une situation qui est quand même liée à l'histoire de nos universités. Au départ, il n'y avait que l'université de Kinshasa et beaucoup de femmes se sont mariées à Kinshasa. Et il y a aussi des problèmes liés à la sécurité au regard de l'environnement. Mais c'est un problème que moi j'ai toujours l'habitude de dire que c'est un faux problème. La situation évolue. Si vous regardez à travers la République, vous verrez que de plus en plus il y a des femmes à l'intérieur du pays. C'est avec le nombre des étudiantes inscrites à la faculté de droit qui optent pour la carrière de magistrat et elles se retrouvent aujourd'hui également affectées. Non, sincèrement, c'est un faux problème. Là, vous répondez à ma question en tant que vice-présidente de l'association des femmes. Et je crois qu'on devrait respecter les lois. On devrait respecter les lois. Si la loi dit que la femme mariée doit rester là où son mari juge à propos de résider, en tant que magistrat, je crois que ce serait la moindre des choses de pouvoir faire non seulement respecter cette loi, mais les lois de notre pays, mais également de les appliquer. Et au regard des femmes mariées, il y a une disposition du Code de la famille qui devrait en principe être appliquée. Madame la Présidente, l'actualité judiciaire reste dominée par des séminaires organisés au sujet du droit au OHADA, qui est un concept nouveau, surtout pour le monde juridique, mais aussi les justiciables qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la pertinence du droit au OHADA? En ce qui concerne le droit au OHADA, j'aimerais dire que depuis le 12 septembre 2012, c'est un droit qui est d'application dans notre pays. Et ce droit fait partie d'une zone qui comprend 17 pays africains, dont le nôtre. C'est un droit qui vise l'harmonisation du droit des affaires par des procédures simples mais adaptées à notre environnement économique, à notre environnement des Africains. Ça vise également des procédures judiciaires
Elles ne sont pas très complexes comme d'aucuns pourraient le penser, mais elles sont plutôt efficaces dans ce sens qu'elles sont adaptées à notre époque. Et également, ce que je pourrais dire aux justiciables, tout comme aux intervenants judiciaires, que c'est un paquet de 2000 articles, plus ou moins 2000 articles, alors il faut se remettre à l'école. Alors, quels sont les différents actes uniformes qui composent ce droit? Alors, je commencerai par dire que c'est vrai qu'il y a déjà des actes uniformes qui ont été cités, mais l'OHADA a également cette vocation de pouvoir s'intéresser, s'occuper à d'autres matières. Alors, nous avons des actes uniformes qui concernent l'arbitrage, les procédures simplifiées et de recouvrement et voies d'exécution, les sûretés, les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, les sociétés coopératives, concernent également la matière comptable. Nous avons également le droit commercial général. Madame la Présidente, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de voies de recouvrement et d'exécution, vous venez de le dire tantôt, il y a un problème d'interprétation. Les juges ne sont pas déjà préparés, ils n'ont peut-être pas encore lu tous les 2000 articles qui composent le droit OHADA. Il y a déjà cet acte que certains estiment que ça vient surcharger le droit pénal, peut-être des affaires aussi. Non, je ne voudrais pas dire que ça vient surcharger parce que en ce qui concerne les matières qui se retrouvent dans les actes uniformes, le droit OHADA s'impose et c'est celui-là qui sera appliqué. Et en ce qui concerne, par exemple, les procédures simplifiées, voies d'exécution, prenons le cas des procédures simplifiées, nous n'avions pas cette procédure. Elle est venue s'ajouter, mais c'est une procédure, comme le mot le dit, vraiment simplifiée. Et les voies d'exécution, là, il y a quand même quelque chose à dire, c'est que cet acte uniforme a abrogé tout le titre 3 de notre code de procédure civile qui concernait justement toutes les saisies, toutes ces voies d'exécution. Donc maintenant, nous sommes, en ce qui concerne les voies d'exécution, en train d'appliquer totalement le droit OHADA. Et plus simplement, aujourd'hui, la procédure a changé, c'est ça? Oui, la procédure a changé, mais je dirais également qu'elle s'est améliorée. Parce qu'il faut regarder les textes de loi que nous avions. C'était des textes de loi qui vous remontaient de l'époque coloniale. Donc, nous voyons qu'avec le droit OHADA, on a vraiment fait un bond en avant. Vous n'avez pas l'impression qu'on a fait du copisme? C'est vrai, si vous pouvez dire que l'on a copié, si les autres veulent le dire. Mais moi, je dis toujours que nous avons accepté d'intégrer la zone OHADA avec toutes les exigences du traité de Port-Louis. Et dans ces exigences, il y a l'application de ces actes uniformes. Et les actes uniformes sont adaptés, je l'ai dit au début, à notre contexte économique. Je prends par exemple en droit commercial général. Toute la situation de tous ces vendeurs, qui sont toutes ces personnes qui sont dans le secteur informel. Quelque part, on arrive à les récupérer, par exemple, dans la situation des entrepreneurs, par exemple. Il y a des situations qui ne concernent peut-être pas directement les affaires qu'un individu est en train de faire. Moi, je crois qu'il faut plutôt analyser en termes de pays, en termes de zones, en termes d'activité. Comment analysez-vous le régime des nullités de l'article 157, justement, de l'acte uniforme sur les voies d'exécution? En ce qui concerne les régimes de nullité, il n'y a pas seulement que l'article 157, mais d'une façon générale, en ce qui concerne cet acte uniforme, il y a un formalisme qui est quand même strict et encore bien plus strict en ce qui concerne les saisies immobilières. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous regardez à travers tout cet acte uniforme, vous avez plusieurs sanctions qui surgissent dès que
certaines formalités ne sont pas respectées, certains délais ne sont pas respectés. Vous avez la nullité, vous avez la déchéance, vous avez la caducité, il y a tellement de sanctions et ce fait que toutes ces sanctions freinent un peu cette rapidité que l'on recherche dans toutes ces procédures. Est-ce qu'un huissier de justice, par exemple, est-il habilité à effectuer un recouvrement dans un pays autre que le sien, en droit OHADA? Pas un huissier comme tel, mais ce qu'il faut, c'est que le bénéficiaire d'un jugement doit pouvoir se porter dans un autre pays. Et là, il y a toute une procédure, celle de l'exécuteur et autres, pour que son acte puisse être exécuté. Il faut dire qu'avec le droit OHADA, c'est la même zone juridique, judiciaire, mais cela n'empêche que certaines formalités soient de mise. Mais le principe, c'est celui d'avoir une zone sans entrave. La question qui se pose aussi dans les milieux des justiciables, c'est ce grand problème qui concerne la notion d'immunité d'exécution. Aujourd'hui, à Kinshasa ou dans tout le pays, il y a des personnes qui bénéficient des immunités, des personnes morales ou même physiques auprès de qui on ne peut pas exécuter un jugement. Qui prévoit le droit au OHADA par rapport à ça? En ce qui concerne l'immunité dont le droit OHADA fait allusion, c'est celui qui concerne l'État, les personnes morales publiques, les entreprises publiques. Là, c'est vrai que c'est une question qui divise, c'est une question qui est d'actualité sur beaucoup de pays, des intervenants judiciaires et même je dis que dans la zone OHADA, estime que la portée de cet article 30 doit pouvoir être réduite. Parce que si l'État se met à concourir avec les privés par l'entremise des entreprises publiques et autres, se met à concourir avec les privés, elle devrait pouvoir respecter ses engagements, elle devrait pouvoir ne pas obstruer l'évolution économique. Vous savez, en ce qui concerne le commerce, la matière commerciale et autres, c'est une chaîne avec plusieurs maillons. Et lorsque l'État entre dans ce système et qu'elle ne respecte peut-être pas ses engagements, il y a quelque chose qui s'abîme dans cette chaîne. Donc vous voulez dire que l'État a une part assez importante quand même. Oui, non seulement que l'État doit pouvoir honorer ses engagements pour éviter que le développement, la situation économique ne soit feutrée, ne soit, comment je pourrais dire, qu'elle ne ressente cette situation d'insolvabilité entre guillemets de l'État, mais l'État a également l'obligation de concourir à l'exécution des décisions de justice. En parlant d'insolvabilité, il y a aussi des débiteurs qui ont appris quand même à se dérober de l'exécution forcée d'une décision judiciaire en organisant eux-mêmes leur insolvabilité et puis ils vont s'installer dans un autre pays pour continuer calmement leurs affaires. Alors, est-ce que le droit OHADA a prévu des sanctions par rapport à ça? En principe, les partenaires dans un contrat doivent pouvoir honorer leurs engagements, mais ce fait qu'il y a des débiteurs qui deviennent insolvables ou qui organisent leur insolvabilité. Et c'est là toute la raison d'être de cet acte uniforme qui a prévu des procédures simplifiées de recouvrement qui peuvent être des injonctions, des procédures d'injonction de payer, de restituer ou de délivrer. Mais il y a également toutes les voies d'exécution qui sont prévues et ces voies d'exécution peuvent amener à des saisies mobilières ou à des saisies immobilières. Madame la Présidente, est-ce que le droit OHADA prévoit quand même des dispositions pour protéger les créanciers par rapport à ce genre d'abus? En principe, l'acte uniforme tel que vous pouvez le voir, l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution a été pris dans la logique de pouvoir protéger un créancier. Dans ce sens, il peut rentrer dans ses droits, recouvrer ses créances, obtenir
par main de justice la restitution de ses biens, par exemple, ou bien le recouvrement de ses créances. Donc on ne peut pas dire qu'il a été créé, qu'il a été pris pour être en défaveur du créancier. Mais c'est plutôt au moment de l'application, lorsque on regarde toutes les sanctions, à peine de nullité, à peine de déchéance, de caducité et autres, qu'on se rend compte dans la pratique que cela favorise le débiteur qui peut facilement organiser son insolvabilité. Aujourd'hui, Madame la Présidente, il se pose aussi une question de formation des juges et même des avocats, le personnel judiciaire qui devrait être à même d'interpréter justement les actes uniformes du droit au WADA. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que la République démocratique du Congo est prête à appliquer ce droit? C'est vrai que le problème est réel. Dans les actes uniformes que nous avons, il y a plusieurs procédures qui n'étaient pas de mise dans notre droit. Et là, c'est vrai, il faut s'informer, il faut se former, il faut apprendre, mais il faut également vulgariser ce droit afin que la population soit suffisamment informée. Nous sommes en train de terminer notre interview. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo a adhéré trop tôt à ce projet? Non, je ne pense pas que la République... En termes de capacité des juges et avocats à même d'interpréter ce droit en faveur des justiciables, bien sûr. Non, je ne pense pas que la République démocratique du Congo ait adhéré trop tôt, mais je pense que la République démocratique du Congo aurait peut-être plus gagné si des efforts avaient été faits avant que le droit WADA ne soit d'application en RDC, mais il faut faire avec ce qui est. Nous devons tous nous mettre au diapason afin de pouvoir appliquer ce droit WADA. Nous n'avons plus de choix, nous devons le faire.